Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle quotidienne. Au sommaire de l'émission, Duke nous en dit plus sur une tradition antillaise, le chanté Noël. Puis Marie-Hélène nous dira tout sur le métier d'infirmier. Et enfin, on reste dans la santé, Anna nous parlera de la maladie d'Alzheimer. Mais avant ça, je reçois notre invité du jour. Je reçois aujourd'hui Monsieur Stan Gali. Bonjour Monsieur Gali. Bonjour. Alors Monsieur Gali, vous êtes né en Martinique. Effectivement, je suis né en Martinique, à Grand-Rivière, principalement au nord de la Martinique, où j'ai quitté mon île à l'âge de 18 ans pour partir au service militaire. Après, je me suis engagé pour faire du sport et notamment, j'ai terminé ma carrière de sportif de haut niveau puisque j'étais affecté au bataillon de Joinville en 1978 jusqu'en 1981. Après, j'ai voyagé, aussi bien dans le Pacifique qu'en Afrique, dans ma carrière militaire. Ainsi, ça m'a permis d'arriver jusqu'en Calédonie en 1987. Après, je me suis marié en 1989 à Nouméa. D'accord, et depuis j'ai fait des allers-retours et je suis revenu sur le Caillou, si on peut dire comme ça, en 1998. D'accord, et donc là, vous vivez en Nouvelle-Calédonie depuis Je suis là aussi pour mes enfants, parce que j'ai 3 enfants qui sont nés en métropole. Et il y en a le dernier qu'on appelle Émeric, qui fait de l'escrime, qui est né en Calédonie. D'accord, très bien. Alors ici, on vous connaît aussi beaucoup pour vos interventions artistiques et culturelles, notamment grâce à des ateliers autour de la culture afro-caribéenne et de la culture créole aussi beaucoup. Donc vous encadrez des scolaires, vous encadrez aussi des jeunes, pas forcément dans le cadre de l'école, mais périscolaires, et puis aussi des adultes. J'ai grand plaisir de partager ma culture et de faire connaître à ceux qui l'ignorent, qui n'ont pas eu l'occasion de cette expérience, de faire cette expérience, et beaucoup plus si ce sont avec des jeunes, parce que c'est l'avenir. Donc, si on doit construire quelque chose, il faut profiter avec tout ce qu'on a, toutes les forces vives, mais surtout, l'expérience montre que si on ne s'occupe pas des jeunes, la dérive devient facile. Donc, je pense qu'il est profitable pour moi il est bénéfique pour moi de donner le maximum de repères à ces jeunes et en parlant de ma culture. D'accord. Alors, donc, vous accompagnez les jeunes, on vient de le dire. Vous travaillez où exactement? Pas uniquement dans les écoles, vous allez aussi dans les maisons de quartier? Effectivement, le but, c'est d'être sur tous les terrains, d'essayer d'être là où les gens ont réellement besoin de vous, parce qu'ailleurs que dans ces endroits, si on me fait appel ailleurs, je vais, mais lorsqu'on m'appelle, par exemple, à Saint-Quentin, je vais très, très vite, parce que je me sens aussi bien comme si j'étais à Martinique, quel que soit l'endroit où je suis. Mais le but, c'est de rencontrer les gens qui y habitent, c'est pas d'y aller simplement, et puis qu'il y ait un partage. Et ça passe au départ par le respect. Si je vais là-bas, je respecte les gens et ça se passe toujours bien. Les enfants, quand ils me revoient dans le quartier, soit au terrain de foot ou dans la salle de danse, je suis très content et très fier de voir leur comportement. Et ça, j'aimerais bien que ça se transmette ailleurs, mais ce n'est pas évident. Pour garder cet objectif, il faut être sur le terrain. Il ne faut pas dire que c'est la faute des autres, que si ça se passe mal, on est tous responsables. D'accord. Alors, donc, ces ateliers, ils consistent en quoi? Donc, vous parliez de danse? Je parle de danse, mais je parle aussi des ateliers de papier mâché. Donc, c'est du recyclage. C'est aussi faire avec très peu de choses, des beaux objets, comme par exemple, vous voyez ce lézard qui est ici, à côté de moi. C'est un lézard qu'on appelle Zandoli en Martinique. Il est un peu plus grand que d'habitude. C'est une espèce qu'on n'a pas ici. C'est permettre de montrer qu'avec une gousse de flamboyant, on peut, avec un peu de papier mâché, et aussi ça peut faire du bruit parce qu'il y a des graines dedans. On peut faire des objets, on peut faire aussi des lampes, mais surtout s'occuper des enfants pour leur montrer qu'on peut recycler, faire du recyclage et puis ne pas faire pendant ce temps des bêtises.
Et l'enfant trouve un plaisir de ramener quelque chose à la maison parce que ça valorise aussi l'activité qui a été faite, mais c'est surtout le travail, puis l'ambiance qui est... c'est pas moi qui crée l'ambiance, c'est eux. Donc voilà. D'accord. Donc au niveau de la danse, ce sont des danses afro-caribéennes? Donc ce sont des danses afro-caribéennes, plus caribéennes qu'afro. Mais pourquoi afro? Parce que nous avons le groove, cette espèce de musique qui nous entraîne. Les percussions, tout ça, ça part de l'Afrique. Au départ, c'est de l'Afrique. Mais après, c'est une manière de... C'est un peu comme une sauce, si vous voulez faire une bonne cuisson. Il faut prendre le temps. Il faut bien jauger, il faut bien épicer. Pour la danse, c'est pareil. Ça dépend comment vous voulez. Donc, aussi bien avec les jeunes qu'avec les seniors. Les adultes aussi? Comment? Avec les adultes aussi, les seniors, c'est le même cheminement. Donc, on est à l'écoute, on essaie de partager, on essaie de transmettre quelque chose, mais c'est surtout une question d'ambiance. Si c'est pour se faire la tête, c'est pas bien. D'ailleurs, le but, c'est de se faire plaisir. En ce qui me concerne, j'espère parfois, c'est pas évident, mais j'espère que les enfants ou les adultes qui viennent avec moi, ils éprouvent du plaisir. Alors justement, ensuite, vous donnez des spectacles, vous avez été appelé à bouger? Souvent, on est demandé, mais parfois, tout le monde n'est pas toujours disponible, soit pour faire des actions caritatives. On a fait récemment à la fin de l'année avec la Croix-Rouge, où tout le monde a pris du plaisir, avec des étrangers qui découvraient, par exemple, la culture antillaise à travers la danse. On avait fait un quadrille. C'est ouvert à tout le monde. On n'est pas obligé d'être antillais pour danser. Oui, bien sûr. Tout le monde peut danser. La danse, c'est comme si on marchait avec un rythme qui se met en plus et puis on fait ce qu'on veut. C'est la liberté totale. D'accord. Et comment ne pas avancer si vous écoutez une musique qui vous fait bouger? Eh bien, vous bougez. Et c'est ça. C'est ce que j'essaie de transmettre. Ne pas avoir peur de son corps, de faire des mouvements, de bouger. Ça, c'est très important. C'est simple. On n'a pas besoin d'être des champions, mais ce qu'il y a de plus... il faut rester humble. Et partager. Voilà. D'accord. Alors, donc, vous faites des démonstrations, vous avez participé à quelques fêtes, notamment à Canala. Nous avons eu l'occasion l'année dernière d'aller à Canala avec quelques familles. On avait partagé non seulement des spécialités culinaires, mais on a eu l'occasion de faire de la danse. Et j'espère bien y retourner cette année parce que l'accueil, c'était à Mia, c'était au cours de la fête du tarot. Et on a passé un moment formidable. Et j'espère qu'on sera invité. Voilà. Donc je me prépare déjà pour cette occasion. D'accord. D'accord. Donc vous parlez de spécialité culinaire. Donc on parle de spécialité culinaire, mais on parle aussi de la danse. On a aussi eu l'occasion de dire une improvisation, parce que ce n'était pas prévu au programme, avec les enfants le soir à la veille, parce qu'il y avait une petite veille, quelques contes. Oui, alors et ça, c'est très important. Aussi. Voilà. C'est très important parce que à l'époque, les anciens disaient des contes aux Antilles, mais je pense qu'ici aussi dans les tribus. Et il y avait un moment convivial où tout le monde se rassemblait devant soit un feu ou en dessous d'un manguier ou, c'est pas, d'un baobab en Afrique, avec les griots. Mais pourquoi ça disparaît? Il faut quand même qu'on se réveille, qu'on abandonne tout ce qui est les techniques modernes, Facebook et compagnie, parce que tout ça, ça nous excite. On voit beaucoup de choses, mais on oublie que les contes, au départ, c'était pour passer un moment, mais il y avait toujours une morale. Et on prenait le temps d'expliquer aux enfants, parfois c'était réservé aussi pour les adultes, et d'expliquer la morale. La morale. Donc maintenant, avec toutes les histoires qui se passent, soit ici ou ailleurs, il faudrait peut-être réfléchir. Est-ce qu'on fait toujours ce qu'il faut pour que ça se passe bien?
Donc on parlait des contes, alors vous avez aussi participé à des expositions hommage à Aimé Césaire par exemple. Oui. Vous avez contribué aussi à un recueil de comptines, toutes. Oui. Et puis donc le conte, voilà, c'est cette manière, comme vous le disiez, de transmettre en fait à toutes les générations, parce que la jeunesse c'est important aussi, oui, c'est sûr, aux adultes aussi. Voilà, c'est une manière aussi de faire se rencontrer toutes les générations. L'action éducative qu'ont eu mes parents, rapport à moi, en fait, nous, on vivait dans une petite commune du nord de la Martinique, petite commune rurale, hein, donc il est important qu'il fallait trouver des moyens pour s'amuser. C'était la mer, la rivière, ou la campagne. Mais on était content parce qu'on était comblés. On était comblés parce qu'on était proche de la nature. En s'éloignant de la nature, on fait une erreur. Oui. On oublie ce que c'était, comment bien s'alimenter, comment s'occuper, se soigner sans trop dépenser. Tout de suite, on va aller voir la pharmacie ou le Toubib. Ça va être la facilité. Alors donc, on fait ce qu'il y a de plus facile. Mais pourquoi ça marchait avant? Parce qu'on était proche de la nature, mais aussi les personnes se parlaient. Actuellement, on ne se parle plus. On écoutait les parents, on écoutait la grande sœur ou le grand frère, et puis il y avait une certaine convivialité. Donc se rencontrer, mais ce n'était pas que pour se prendre la tête, c'était en même temps parce qu'on était content de se voir. Et lors des contes, ça pouvait être aussi lors d'une levée mortuaire, il y avait des contes. On parlait en bien du mort, de celui qui nous avait laissé pour se souvenir. Et c'est tout ça qu'on oublie. Et maintenant, on dit tiens, on va l'envoyer, on va dire adieu, mais après c'est fini. Il faut toujours parler de ce qui s'est passé avant. Moi, ce qui m'a plu dans mon éducation, c'est que ce qui m'est resté, c'est que je veux transmettre aux autres, à mes enfants, en priorité, et à ceux qui veulent bien m'écouter. Mais ce n'est pas, en toute humilité, une obligation. Si je me soigne encore certaines choses, j'utilise par exemple ça pour faire ma cuisine. Alors justement, beaucoup savent, ça s'appelle le thym entier ou gros thym. Vous avez apporté des plantes avec vous. Oui, parce donc que ça c'est quelque chose, c'est une passion que vous tenez c'est une passion, maman. Mais c'est ce que faisait ma mère quand j'étais petit. Je la suivais. Et tout naturellement, il m'est resté quelques souvenirs. Alors, mais après, ça c'est le brisé. Hein, si vous êtes un peu enrhumé, donc vous pouvez faire une petite tisane. Hein. Donc ça c'est une plante typique de Martinique. Martinique. D'accord, le brisé. Le brisé. Donc ça a une petite odeur. C'est même meilleur que la citronnelle. Oui, ah oui. Donc là, c'est le gros thym pour faire la cuisine, mais aussi pour certaines femmes en période qui ont les règles, hein, s'il y a des problèmes douloureuses, vous êtes mieux placé pour le savoir. On peut utiliser ça. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Hein. Oui, là, c'est le Bona, pour ceux qui connaissent, hein, les gens d'ici. Mais c'est l'ambrevade ou pois d'Angole. C'est nécessaire dans le jardin. Car c'est de l'engrais vert. Hein. D'accord. Mais surtout lorsqu'on le mange, c'est comme des lentilles, c'est très bon. C'est très bon, avec des petits salés. Et là, comme en ce moment, on a chaud et on a du mal à dormir, eh bien, on peut faire une petite tisane de corosol, les feuilles de corosol, et puis ça sera très bien. Et si on a des petits boutons qu'on appelle, là, la boubouille, ou la varicelle. Ah, la varicelle, oui, c'est voilà, autre chose, donc ça c'est... D'accord, c'est vrai qu'on en avait parlé. Donc tout ça, ça vient de votre jardin? Ça vient de mon jardin, mais bon, il y en a beaucoup plus. Hein. Ça, c'est ce que je prie pour rapidement, parce que je ne voulais pas être en retard. Alors, donc ça, effectivement, c'est quelque chose que vous a enseigné votre maman, qu'elle vous a transmis? Ce n'est pas dans l'enseignement, c'est la transmission tout à fait naturelle. Et je sais que le mode Kianak fonctionne différemment en ce qui concerne les plantes. Ici, ils ont certainement raison. Aux Antilles, il y a quand même des bouquins qui sont déjà écrits, qui permettent de se mettre un peu
éclairer les gens sur l'utilisation des plantes. Mais il est certain qu'il faut les connaître physiquement. C'est sûr. Et pour ne pas faire de bêtises, pour ne pas s'empoisonner. Ça peut être dangereux, bien sûr. Car ça peut être dangereux. Oui. D'accord, donc effectivement, ici c'est beaucoup de transmission orale, donc il n'y a pas vraiment d'écrit là-dessus, donc c'est vrai que ça se fait de génération en génération, donc les vieux qui enseignent ça, qui montrent ça aux jeunes. Donc ça fait partie de vos centres d'intérêt, l'environnement, la protection de l'environnement, le respect et puis la connaissance des plantes médicinales. Il y a également autre chose que vous faites, vous participez également, donc on parlait d'action humanitaire, vous aidez aussi beaucoup les gens, vous êtes quelqu'un de généreux, vous aidez les personnes âgées. Vous participez donc à Action Humanitaire, c'est-à-dire il y a eu pas mal de catastrophes qui se sont passées. Oui, il y a eu... on peut parler d'Haïti, par exemple. Haïti, où bien sûr on a essayé avec une association qui s'était à l'occasion formée, et donc pour récupérer des fonds pour Haïti, mais aussi lorsqu'il y a eu pour Thio des actions, c'était plus proche. Mais se tenir prêt à aider, c'est dans le mental aussi. Il faut être prêt. C'est pas simplement parler, mais il faut être sur le terrain. Il faut donner un coup de main quand il faut, soit au Vanuatu. Moi, j'ai vu à Madagascar des gens dans la misère, les petits, aller chercher à manger dans des décharges. Ça vous prend le cœur, ça vous déchire le cœur. Donc, c'est pas le cas. Heureusement, mais lorsqu'il y a besoin d'aide, si je peux, je le fais. Donc, soit physiquement, soit moralement. Mais ce qui nous manque, en parlant des personnes âgées, c'est cette relation intergénérationnelle. Il me semble que c'est pas suffisamment développé ici. On n'a pas le droit de laisser, d'abandonner des gens d'un certain âge tout seuls. Même s'ils sont en bonne santé, on n'a pas le droit de les abandonner. On doit les soutenir, leur porter notre présence, car ça ne demande parfois pas beaucoup de temps, mais c'est très utile. D'accord, donc ça c'est quelque chose qui revient beaucoup dans toutes les actions que vous faites. Voilà, c'est comme on le disait, l'échange culturel et intergénérationnel. Donc vous avez pu rencontrer différentes associations, d'ailleurs des associations africaines, des associations latines, espagnoles, antillaises aussi, des associations réunionnaises aussi, avec qui donc vous avez pu partager donc sur vos cultures respectives. Et puis vous avez également pu rencontrer des artistes martiniquais notamment qui sont venus en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu? Et bien sûr, si je fais ça, je ne le fais pas tout seul, parce que tout seul, c'est pas possible. Donc, il y a une personne qui est chère à mon cœur, qui s'appelle Isabelle, qui m'aide beaucoup. Et ceci, elle est calédonienne, veut dire aussi, grâce à elle, on a 2 artistes antillais qui sont passés sur le territoire l'année dernière. On a eu le plaisir d'accueillir, mais bon, en toute humilité, Bambou, qui est une artiste peintre, autodidacte, une femme, comment on pourrait dire, c'est une montagne, quoi, pour moi, qui a élevé 10 enfants. Maman de 10 enfants. Et qui est agricultrice. Ça représente quelque chose. C'est un exemple, parce qu'elle me rappelle ma mère, qui a eu que 9 enfants, je suis le dernier. Et tout ça, ça représente pour les Antillais ou les femmes qui ressentent ce que je veux dire. Parce que travailler la terre, c'est pas facile. Mais aussi être artiste, ça c'est encore un bonus. Elle est passée ici, elle a eu la chance d'aller jusqu'à Lifou, une île qui est aussi grande que la Martinique. Et à son retour, elle m'a dit, moi j'ai vu un pays magnifique. Et j'ai eu la surprise de recevoir il y a 2 jours une invitation, mais bon, je ne peux pas y aller parce que c'est à la Martinique. Elle a fait le voyage Kanak, je crois que ça s'appelle. Carnet de voyage. Carnet de voyage Kanak. D'accord, donc on resitue. En fait, elle est aussi conteuse d'ailleurs. Elle est conteuse. Donc c'était l'année dernière, en avril 2014, donc c'était à l'occasion de la fête du Pahatch. Oui, elle était. Qu'elle était à Lifou. À Lifou. Et donc à cette occasion, elle a pu aussi... Elle a senti et échangé aussi avec les gens de Lifou.
Elle a fait une exposition à Lifou, parce que sur Nouméa, ce n'était pas chose facile. Sauf qu'on a eu l'occasion de faire, grâce à ma connaissance de 2-3 personnes, une exposition dans un akamal, je ne sais pas si j'ai le droit de le citer. Le mur du 21. Voilà. Oui. Et puis un restaurant de la place, en haut de la place des Cocotiers. Je remercie encore ces 2 personnes, ces 2 femmes qui sont formidables, qui nous ont permis de faire cette exposition. Et donc, elle a pu échanger avec les gens ici, la culture calédonienne. Et donc, elle est repartie en Martinique. Et c'est là, maintenant, en février, là, du 6 au 27 février, qu'elle a mis en place donc, une exposition qui s'appelle Carnet de voyage kanak. Donc, à travers un conte kanak qu'elle a illustré d'ailleurs elle-même, elle raconte un petit peu. Alors, la culture kanak, c'est quelque chose de vaste. C'est vaste. Non. Mais c'est voilà, un conte ce qu'elle a pu, s'imprégner en si peu de temps, en très peu de temps. Mais bon, j'ai pas tous les détails, mais déjà de savoir qu'elle pense à nous à travers ses toiles et qu'elle a été aidée par le Conseil général de la Martinique pour faire, pendant la période de carnaval, une exposition pour parler de ce qu'elle a vu en Nouvelle-Calédonie. Moi, je dis chapeau, car ça veut dire que ce voyage qu'elle a fait, même si c'était pour voir sa fille et ses petits-enfants, c'est pour moi aussi un grand remerciement parce que je sais ce qu'elle nous a laissé. Elle m'a laissé à moi et à Isabelle l'envie de partir faire un tour aux Antilles pour rendre visite, mais aussi pour se ressourcer. Et puis là, elle a fait un peu la passerelle en fait. Voilà, donc ce qui veut dire il y a comme une passerelle qui s'est créée artificiellement, mais le cœur y est. Le poumon de notre... en fait, le sang qui va circuler là, puisque quand je dis le sang, c'est les hommes et les femmes qui ont envie de faire le déplacement pour aller voir cette exposition. Eh bien, j'espère que j'aurai un retour. Et que ce retour, ce sera peut-être ces toiles qui vont venir jusqu'en Calédonie. Par quels moyens, je ne sais pas. Peut-être même avec l'artiste, ce serait mieux. Pourquoi pas, ça serait bien. Mais en tout cas, merci beaucoup, M. Gali, d'avoir accepté notre invitation. Je n'ai pas parlé des contes, mais le conte antillais, c'est comme le conte qui se fait un peu partout. Mais pour savoir, lorsqu'on dit un conte, il faut savoir si tout le monde est d'accord et si tout le monde est prêt. Je dis « écrit ». Et les gens ils répondent « écrac »,« écrit ». Et crac. Écrit. Et mystique. Et mystique. Et puis après, ça part. Ça veut dire que vous êtes prêts à m'écouter. D'accord. Donc aujourd'hui, je ne vais pas dire le conte, mais peut-être un autre jour. Qui sait. Ben, merci beaucoup, oui, pourquoi pas. Vous êtes bienvenu en tout cas pour venir nous le raconter. Merci beaucoup, M. Gali. Je t'en prie. On passe à l'agenda du pays, c'est tout de suite. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous accueillons un nouveau visage parmi les chroniqueurs. Il s'agit de Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Chloé, bonjour à toutes et à tous. Comme tu viens de le souligner, je remplace exceptionnellement Davina pour l'agenda du pays. Très bien. Alors, de quoi tu vas parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir un événement phare de la Guadeloupe, à savoir le Léwoz. Le Léwoz. Alors, qu'est-ce que c'est que le Léwoz? Alors, le Léwoz, c'est à l'origine un rassemblement d'esclaves. Ces derniers se réunissaient devant la case d'un d'entre eux et se mettaient à danser. C'était une manière pour eux donc, de se retrouver, de s'amuser tout en dansant, de se divertir, de se détendre. D'accord, très bien. Alors ce Léwoz commençait donc au son des tambours et de la toutoute, de son nom scientifique, la conque alambi. Alors les personnes présentes durant donc, cette soirée donc, du Léwoz se disposaient en cercle autour des danseurs et des musiciens qui effectuaient diverses prestations au rythme donc, du guoka. Ah, alors le guoka, ça me dit quelque chose, on en a parlé avec Jamie, c'est le tambour aussi, tambourka. Tout à fait, c'est un instrument de musique traditionnel antillais.
Alors, durant ces soirées, il est important de le souligner, l'improvisation est le maître mot, puisque chacun était libre donc de s'exprimer. Alors, il faut savoir, Chloé, qu'aujourd'hui, ces soirées sont toujours présentes dans la culture guadeloupéenne, puisque tous les vendredis soirs, elles sont organisées et elles attirent à la fois les plus jeunes et les moins jeunes. D'accord, alors dis-nous, je sais qu'il y en a plein d'autres. Est-ce que tu peux justement nous parler d'un autre événement culturel des Caraïbes ? Tout à fait, donc je t'emmène à la Dominique où chaque année sa capitale Roseau organise donc un festival mondial de musique créole au sein soit de son stade ou de son jardin botanique. Alors en quoi ça consiste ce festival? Qu'est-ce que c'est? Alors l'objectif principal de ce festival c'est de mettre en avant la culture donc des Antilles qui est une culture très riche et très variée. Donc de vraiment mettre en avant le patrimoine culturel, à savoir la langue, la musique, la danse. D'accord. Très bien. Bon, bah, ça a l'air sympa. Tout à fait. Et en plus, tu peux trouver des musiciens d'influences donc diverses qui donc se rassemblent et pour faire danser les festivaliers sur différents sons tels que le zouk de la Martinique et de la Guadeloupe, du compas d'Haïti, du soukous d'Afrique. Tu retrouves aussi de la musique zydeco de Louisiane. Très bien. Bah, merci beaucoup Stéphanie de nous avoir fait voyager en Caraïbes. Et puis on revient donc au pays. Quoi de neuf niveau pratique? Alors, je t'emmène dans la commune de Bourail où la Miche propose aux habitants un atelier numérique pour qu'ils découvrent ou bien qu'ils approfondissent leurs connaissances en informatique par rapport à la connaissance, à l'utilisation de logiciels ou de réseaux sociaux ou des communications via Internet. La petite nouveauté, c'est que cet atelier est animé par un spécialiste de numérique qui nous vient d'Allemagne. Ah bon, il a fait le voyage exprès. Exprès pour venir chez nous, attention, on est des privilégiés. Donc pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l'antenne de la Mige au 442 284. D'accord, c'est noté. Et maintenant, direction le Grand Nord, à Koumak, pour une autre info pratique. Alors oui, sur Koumak, donc la petite info, c'est justement que la médiathèque Louis Bastien va réouvrir à partir du 10 février aux heures habituelles. Donc c'est-à-dire du mardi et du mercredi de 10h à midi et de 13h à 17h, le jeudi de 13h à 17h, le vendredi de 10h à midi et de 15h à 17h et enfin le samedi de 8h à midi. D'accord, maintenant on va sur la côte est, direction Ponériouin. En effet, Chloé, alors sur Ponériouin, la mairie a mis en place du 9 au 13 février une semaine grand nettoyage. Alors préparez vos déchets électroniques, électroménagers et électriques. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 428 502. D'accord, j'espère que les habitants de la commune de Ponériouin ont bien noté. Merci beaucoup Stéphanie pour toutes ces infos. On te retrouve dès demain également pour un autre agenda. Merci Chloé, merci à tous et à toutes pour votre écoute. Et nous on rejoint Duke, c'est bien de chez nous, c'est tout de suite. Bonjour Duke, alors aujourd'hui on parle du chanté Noël. Bonjour Chloé, bonjour à vous à la maison. Alors Chloé, le chanté Noël, c'est la préparation des célébrations de la nativité. C'est une période durant laquelle aux Antilles, on va se rendre à l'église pour chanter des cantiques. Et puis c'est une période festive durant laquelle les Antillais vont se mettre à danser, à chanter, danser la biguine, danser le bazourka. Alors à l'église, on va chanter des chants religieux, des cantiques en français et en créole. Et puis à côté de tout ça, il y a plusieurs autres petits rites liés à cette période festive. Alors à quand exactement remonte cette tradition? Alors Chloé, cette tradition remonte à l'époque de l'esclavage. Et à l'époque de l'esclavage, il y avait ce qu'on appelle le Code noir. Et le Code noir, c'est en fait un ensemble de règles et de lois un petit peu qui régissaient le commerce et le trafic d'esclaves, quoi. D'accord. Et puis voilà, dans ce fameux Code noir, là, il était écrit que l'esclave devait être éduqué et baptisé. Du coup, voilà, un peu depuis cette époque-là, comme ici au pays, un petit peu, en fait, la nativité, on va tuer un cochon, on se rend à l'église pour la messe de minuit. D'accord. Et puis, voilà. Oui, alors la messe se passe un petit peu différemment par rapport à ici. C'est vrai, Chloé. Alors on va quand même retrouver certaines choses qui sont communes. Comme communes, quoi. On va retrouver, par exemple, on va chanter, il y aura des jeux scéniques,
Mais ce qui différencie la messe de minuit antillaise et puis ce qu'on fait nous ici, c'est que là-bas, les chants religieux, ces fameux cantiques, là, ils sont rythmés au tempo des tambours et puis de ce que là-bas, ils appellent le tibois. Le tibois, qu'est-ce que c'est le tibois? Alors le tibois, Chloé, c'est juste une sorte de tam-tam. Mais ce tam-tam-là, on peut le poser à l'horizontale sur le sol. Et puis avec des petits bois, avec des petits bois, on peut faire comme on fait ici avec les bambous, on peut taper sur la coque et puis donner un rythme aux chansons qu'on chante. Alors Chloé, pour revenir au porc qui est sacrifié le 24 décembre, celui-ci est nourri toute l'année. Et puis aux premières lueurs du soleil, là, le 24 décembre, il est donc sacrifié pour que l'ensemble de la famille et puis les amis plus tard viennent se retrouver autour d'un repas joyeux. Voilà. Alors en parlant de plats à base de porc, ça me rappelle que le boudin aussi, c'est un mets qui est originaire des Antilles. Alors tu fais bien de le souligner, Chloé, parce que ce fameux boudin antillais, il est préparé justement le jour de Noël. Alors lorsque l'on égorge le porc, le pauvre cochon, et on récupère le sang. On va aussi récupérer, nettoyer ses intestins et sa graisse parce que c'est tous ces éléments-là qui vont servir à la préparation du fameux boudin antillais. D'accord, alors j'imagine qu'ils doivent sûrement arroser ce repas musical avec une boisson qui est devenue une sorte de boisson traditionnelle aux Antilles. Je pense bien sûr au punch à consommer avec modération, bien sûr. Alors Claude, pour la petite histoire, le punch serait à l'origine une boisson de pirates. Alors ces derniers, ils appréciaient particulièrement une boisson en fait c'était du rhum, mais du rhum non raffiné. Cette boisson-là, il l'appelait le tafia. D'accord. Alors ce tafia, du fait qu'il n'était pas très raffiné, là, il était un peu assez dur à faire descendre, quoi. C'était assez dur à boire. Du coup, ils ont eu l'idée, ils ont simplement ajouté des fruits pour rendre cette boisson plus agréable, quoi. Mais d'où ça vient alors cette appellation, ce mot punch? Alors le mot punch est originaire en fait ça vient d'une langue indienne. Dans une des langues indiennes là, qu'on appelle l'hindustani plutôt. D'accord. Le mot punch veut dire 5. Alors pourquoi punch, pourquoi 5? Parce que dans la recette du punch antillais, on trouve principalement 5 ingrédients. Alors on a le rhum, le sucre, le jus de fruits, la cannelle et le thé. Alors bien sûr, comme tu l'as dit, on retrouve cette boisson pendant toute cette période du chanté Noël. Cette boisson va venir agrémenter un petit peu les repas, les chants et les danses. D'accord. Et puis voilà, Chloé, on l'aura bien compris, le chanté Noël, c'est surtout un moment de partage, un moment où l'on apprécie la joie et puis l'instant présent. Mais Chloé, je ne vais pas en dire plus, on va plutôt regarder ce reportage de Nicolas Robert Naudin. Nicolas a rencontré des personnes de la communauté antillaise ici, qui vivent ici au pays, et puis qui essayent de maintenir un petit peu cette tradition du chanté Noël. Voilà. C'est mon cher fidèle, le temps pressé m'appelle, je sens le vide de vivre, qui d'une sainte vie, pratiquement tous les ans, j'organise un chanté Noël à la maison, mais en petit comité. Donc la famille, entre frères et sœurs, quelques amis, avec des tambouillés, avec tous ceux qui veulent bien venir. On fait toujours un chanté Noël en fin d'année comme ça. Alors ce genre d'événement, ça s'organise en soirée d'amitié. C'est-à-dire que chaque personne amène quelque chose, les femmes à manger, les hommes à boire, et nous partageons tout ce qu'il y a. Mais par contre, ce soir, c'est différent. Nous avons fait une organisation que les gens payent une petite quote-part pour que ça soit un peu mieux. Tous les ans, c'est traditionnel aux Antilles qu'il y ait le chanté Noël. Et de plus en plus, cela revient. Parce qu'à un moment donné, on avait quand même arrêté. Il y a des gens qui font, il y a des gens qui ne font pas. Mais pour nous, les Antillais, c'est vraiment un moment où nous apprécions de nous retrouver. L'Amicale antillaise ainsi que le groupe Cadence
a fait une grande réunion pour pouvoir avoir tous les compatriotes. Parce que c'est un moment justement où nous nous retrouvons. Des personnes qu'on n'a pas vues depuis très très longtemps et ça nous permet de chanter les cantiques de Noël. Et vous verrez justement par rapport au chant de Noël que nous allons chanter, vous entendrez les mélodies qui sont très agréables, qui sont très rythmées. Et évidemment, c'est depuis très longtemps, depuis notre enfance, que nous avons ces chants en nous et même un refrain. Quel que soit l'antillais qu'on va rencontrer, il a au moins un refrain de Noël dans sa tête, connu par cœur. Voilà. Depuis ma petite enfance, je chante Noël. En Martinique, quel que soit dans le pays où je passe, on chante Noël aux Antilles. Et cela commence après le Christ roi, c'est-à-dire le premier dimanche de l'Avent, les gens commencent à chanter Noël. Ils appellent le Seigneur à venir dans leur cœur, puisque, comme j'ai dit, il faudrait se préparer pour recevoir Jésus. Et pour pouvoir se préparer à recevoir Jésus, nous nous préparons en chantant des cantiques. On passait de maison en maison quand on était enfant, depuis le vendredi soir, samedi soir, et on chante Noël, on appelle Noël. Donc les parents préparent des petits mets, préparent les bons acras, le boudin, et surtout pour les plus grands, il y avait les ponches créoles, c'est-à-dire les planteurs, les ponches au coco, les ponches, vous avez toutes sortes de ponches aux Antilles avec les fruits qu'ils mettent à l'avance à macérer dans le rhum. Ils prennent tous les fruits qu'ils trouvent. En attendant les convives, nous avons préparé des assiettes antillaises, c'est-à-dire avec le boudin créole, des acras, le pâté, ce qu'on appelle, c'est comme un petit friand, mais qui est à l'intérieur, vous avez soit du porc, soit du poulet, et vous avez les acras avec un peu de salade, c'est une assiette antillaise. Ensuite, nous aurons le traditionnel cochon roussi, comme on appelle, bien doré et tout, avec des légumes du pays que nous avons trouvé actuellement. On a voulu l'igname, mais cette année, on s'est penché sur les tarots de montagne, les poingots, bananes poingots, des bananes vertes que nous mangeons avec la sauce évidemment, et le pois d'Angole. Et c'est vraiment, le pois d'Angole, c'est typiquement à Noël que nous faisons cuire cet aliment en fait. Et ici en Nouvelle-Calédonie, vous l'appelez embrevade, ce pois d'Angole. Je suis arrivée en 1968 et puis depuis, ça a été un petit peu dur pour moi de me mettre à l'ambiance, mais quand même, avec la bonne volonté, on arrive à ce qu'on veut faire. Et puis voilà. Au départ, après 6 mois du territoire, j'ai eu un restaurant. Et avec ce que j'avais, les connaissances et tout ça, j'ai tout transformé. Et voilà, je faisais quand c'était Noël, je faisais des repas antillais. Je faisais comme si la publicité pour moi c'était en Nouvelle-Calédonie, mais pour Noël, on sera aux Antilles. Et alors je préparais des plats qui convenaient des Antilles. Et je chantais des fois moi-même, j'entrais dans la salle à minuit et puis moi je chantais 2 ou 3 cantiques quoi. Et puis les clients étaient très contents. Je viens au chanter Noël pour me ressourcer un petit peu par rapport aux Antillais, puisque papa et maman antillaises, mais moi je suis né ici, donc
Je suis plus calédonien qu'antillais, entre guillemets, mais je suis d'origine antillaise. Et c'est pour ça que je viens au chanter de Noël. Dans le chanter de Noël, ce que j'aime, c'est la musique, les chants et tout ce qui est culinaire, puisque là, à ce moment-là, on mange tout ce qui est antillais. Donc j'apprécie, puisque pendant des années, on va dire, j'ai pas trop connu ça. Donc du coup, j'ai cherché un petit peu ça, j'ai retrouvé et j'apprécie le chanter de Noël. Pour les générations futures, j'estime que oui, c'est important. Au niveau des traditions, pour le côté antillais, puisque étant né ici, je peux confirmer qu'il y a beaucoup de métis antillais et j'aurais bien voulu qu'ils soient avec nous, quoi, pour baigner dans le milieu, même si nous, on n'est pas nés là-bas, mais on a quand même de l'antillais en nous. Donc j'invite tous ceux qui sont métis antillais ou de venir, d'assister à ce genre de festivités, parce que j'estime que c'est une très bonne chose pour retrouver les sources, les racines, d'où on vient, quoi, surtout ça. Alors finalement, ça se rapproche beaucoup de ce qu'on fait ici au pays. Ça se rapproche tout à fait, Chloé, parce qu'en fait, toutes ces festivités-là, en fait, ce sont des fêtes qui nous ont été importées dans nos cultures. Oui. Ici au pays, comme aux Antilles, on n'a fait qu'adapter un petit peu ces fêtes-là, ces célébrations au contexte local. Et ce qui rejoint encore ce qu'on fait ici, là, ce qu'il y a de plus important dans ce qu'on fait, dans nos célébrations ici au pays ou aux Antilles, c'est le fait que le plus important, c'est d'apprécier l'instant présent, oui, et surtout partager l'instant présent avec les amis, la famille et puis les personnes qu'on aime. Voilà. D'accord, très bien. Merci en tout cas d'avoir partagé cet instant avec nous, Duke. Merci à toi, Chloé, et merci encore à vous à la maison. Et nous, on rejoint Marie-Hélène qui va tout nous dire sur le métier d'infirmier. C'est tout de suite dans Job et Éducation. Bonjour Marie-Hélène, alors aujourd'hui on va s'intéresser au métier de la santé, plus particulièrement à celui d'infirmière ou d'infirmier bien sûr. Alors dis-nous Marie-Hélène, lorsque l'on veut faire ce métier, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre ? Alors bonjour Chloé, bonjour à vous chers téléspectateurs. Alors c'est vrai qu'on se disait lorsqu'on était plus jeune que si on voulait devenir médecin ou infirmier, infirmière, il fallait pas avoir peur du sang. Je me souviens. Ça c'est certain. Mais bon, ça ne fait pas tout. Bien évidemment ça aide, mais c'est vrai qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte aussi. À savoir que le rôle quand même d'un infirmier et d'une infirmière, c'est avant tout donc d'analyser et puis donc d'évaluer l'état de santé d'une personne. Alors est-ce que c'est l'infirmier ou l'infirmière qui détermine le plan de soins, le plan de traitement du patient ? Alors, c'est vrai que tout d'abord, il faut quand même préciser que l'infirmier ou infirmière est le collaborateur direct du médecin. Ensuite, bien évidemment, son quotidien va consister en plusieurs choses. Elle va appliquer, bien évidemment, les prescriptions du médecin. Elle va donc administrer les médicaments auprès du patient. Elle va poser les perfusions, effectuer les prises de sang. Elle va bien évidemment organiser les soins en général pour le patient, prendre aussi en charge son bien-être, son hygiène. Et puis, elle va surveiller aussi et transmettre l'évolution de santé du malade. D'accord. Alors, ces personnels de santé contribuent également à l'éducation à la santé. Exactement. Leur rôle n'est pas uniquement aussi que de faire du curatif, puisque effectivement, ça représente une partie de leur métier, mais il n'y a pas que ça. Donc, effectivement, elle va être aussi en charge, ou il, pour un infirmier, va être en charge donc, de promouvoir bien évidemment la santé, puisque son objectif, c'est aussi aider toute personne à se maintenir en bonne santé. Bien évidemment, donc il y a l'aspect éducation, l'aspect prévention, et puis bien évidemment l'aspect aussi information, qui est importante. Et puis, un infirmier ou une infirmière va également, si tu veux, s'occuper de tout ce qui concerne les soins palliatifs, c'est-à-dire les soins qui sont prodigués à un malade qui a donc une maladie incurable. D'accord.
Et puis, il faut aussi avoir le sens du relationnel, c'est-à-dire, comme il faut savoir être proche des gens, quoi, avoir un bon relationnel. C'est vrai, effectivement. Le relationnel est une partie très, très importante aussi de la profession, hein, parce qu'ils sont en contact permanent avec donc, des personnes. Et en plus de ça, pas dans les meilleures conditions, puisque souvent, voilà, ce sont quand même des personnes qui souffrent ou qui ont un petit problème de santé. Donc, au niveau du contact, ça peut ne pas être toujours évident, quoi. Et puis, il faut aussi apprendre à gérer son émotion. Ça ne doit pas être évident non plus, hein, mais moi, j'imagine que ça doit s'apprendre. Oui, c'est vrai, bien évidemment. Hein, dans le cadre de la formation, voilà, les élèves, les étudiants apprennent à gérer effectivement leurs émotions. Ce n'est pas une chose aisée, hein, forcément, puisqu'on est amené justement à vivre et à expérimenter différents états émotionnels, hein, on va dire ça comme ça. Il y a la peur de mal faire, la peur de la faute professionnelle, il y a également bien évidemment la colère aussi. Hein, c'est pas toujours facile d'être en face d'un patient qui souffre énormément et qui du coup aura un comportement un petit peu compliqué. Il y a également aussi bien évidemment la tristesse, tu t'en doutes bien, puisqu'on est face à des situations parfois très critiques. Mais bon, malgré toutes ces épreuves, il faut quand même que le professionnel parvienne à savoir taire, on va dire, ses émotions, hein, mais sans pour autant, si tu veux, ne pas être en lien avec le patient. Il va aussi falloir que le professionnel soit très à l'écoute, tu t'en doutes, et puis aussi bien évidemment bienveillant, disponible, et puis en gros il va falloir faire preuve de compassion. Hein. Voilà, donc ça n'empêchera pas de prendre soin d'un homme ou d'une femme malade sans se sentir concerné. Enfin voilà, elle peut prendre soin tout en se sentant concernée. Mais en faisant la part des choses, c'est-à-dire ne pas montrer ses émotions non plus, quoi. Et oui, c'est ça. Et justement, tu le dis à juste titre que prendre cette distance, c'est pas forcément évident. Je pense que c'est l'expérience aussi qui va faire la différence, hein, ça c'est certain. Parce que forcément, nous sommes tous des humains, donc on est ému devant la souffrance. En cas de décès, nous sommes tristes aussi, surtout quand on a accompagné sur le long terme aussi un patient. Il y a aussi la famille, hein, et le lien, exactement, qui entre aussi en ligne de compte dans toutes ces émotions qui sont ressenties. Et puis voilà, c'est tout à fait normal et humain, tout simplement. Hein, on n'est pas des robots. On est bien d'accord. Nous sommes des humains. Alors, parfois, ce professionnel de santé ressent donc un sentiment aussi de non-reconnaissance du travail. Ce que je veux dire, c'est un métier un peu ingrat, quoi. On se dit... ça peut l'être. Voilà, on a envie que... c'est un métier dans lequel on donne beaucoup, beaucoup de sa personne, et c'est parfois pas toujours reconnu. C'est vrai. Ça fait bien évidemment, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait partie du métier. Il faut donc l'intégrer. Hein. Ensuite, je dirais que voilà, c'est aussi un challenge de se dire, hein, je prends de la distance par rapport à ce que je peux vivre au quotidien. Cela dit, j'ai toujours envie de faire de mon mieux et donc d'exercer toujours avec passion et avec professionnalisme ma profession. Voilà, moi j'ai envie de dire que le principal, c'est de toujours être en accord finalement avec soi, avec ses émotions, hein, pour privilégier, si tu veux, des relations authentiques et vraies. Et c'est ce qui nourrit au quotidien, en fait. Hein. Alors, lorsqu'on est infirmier ou infirmière, est-ce qu'on peut exercer donc le métier de différentes manières? Oui, alors on peut l'exercer de manière autonome. Là, on sera infirmier ou infirmière libérale. Ensuite, on peut décider de l'exercer au sein d'une équipe. Et donc là, on est en lien avec d'autres professionnels aussi de santé. Et ces cas de figure-là se retrouvent en fait dans les structures hospitalières, cliniques, hôpital. On peut également décider, si tu veux, bien évidemment, de l'exercer à domicile. Hein. C'est possible, on le voit, hein, il y a des personnes qui sont soignées à domicile, donc elles ont leur tournée, si tu veux, tous les jours, journalière, et voilà, elles s'occupent des malades. Ensuite, j'ai envie de te dire qu'il y a pas mal de spécialités dans ce secteur d'activité. Hein. Par exemple, après avoir décroché le fameux diplôme, on peut être puéricultrice, donc on s'occupe plutôt des enfants. On peut également décider de partir faire de l'humanitaire. Et être infirmière dans un pays où la souffrance est au quotidien pour toute la population. On peut aussi décider de travailler en bloc opératoire, donc d'être infirmière en bloc opératoire, ou bien de travailler aux côtés d'un anesthésiste et d'être donc infirmière anesthésiste. D'accord. Voilà. Mais aujourd'hui, Chloé, moi je te propose qu'on s'intéresse en fait à un aspect du métier qui est un peu méconnu. C'est celui en fait du secteur de la médecine du travail. Nous avons rencontré en fait une infirmière qui travaille dans ce service-là au sein donc, de l'hôpital. Donc, grâce à Mara Lourdes, nous allons découvrir le quotidien de cette professionnelle de santé.
On va juste faire... il faudra que tu ailles uriner. Après, on va prendre ta tension, te faire un visiotest, la peser. Et puis ensuite, le médecin te verra. Je suis donc infirmière en médecine du travail. Donc ici, je suis à ce poste, ça va faire bientôt 5 ans. Au mois de février, ça fait 5 ans. Je suis là pour aider le médecin, je le seconder. Et je fais surtout de la prévention. C'est vrai qu'il y a aussi quelques examens à faire, tels que prise de sang, visiotest et examen urinaire, et d'autres examens complémentaires quand il faut. Mais ce n'est pas que ça. Il y a une partie administrative et on est aussi sur le terrain. Actuellement, nous sommes 2 infirmières pour à peu près 2500 agents. Donc on tourne et il faut bien qu'il y en ait une sur place. Et on fait aussi de la prévention dans les services, on fait des mini-audits, des mini-formations, par exemple risque chimique, des formations sur les AES qu'on appelle accident exposition au sang. Donc c'est assez intéressant, parce qu'on voit tout le monde et j'aime bien parce que en fait c'est ce côté relationnel. Donc les gens ont besoin, on les forme, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on les oriente, ils viennent nous voir. Et aussi, à la médecine du travail, c'est un lieu où on peut se poser. S'ils ne sont pas bien, c'est un lieu, ils savent que la porte est ouverte et quelquefois ils ont juste besoin un peu de parler. Et puis après, ils sont apaisés et ils continuent à travailler, ils se sentent bien. Enfin, quand je dis de la prévention, c'est prévention par rapport au risque d'accident. Ou alors des mauvaises postures, des mauvais gestes, pour éviter à la longue ce qu'on appelle les TMS, les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire des petits gestes à répétition. Si on peut les prévenir avant que ça s'installe, c'est mieux pour l'agent. Comme ça, il peut durer longtemps dans sa profession. Et il se sent bien. Quelqu'un qui se sent bien au travail, forcément, il est beaucoup plus productif. Il vient pour un certificat médical pour suivre sa formation d'aide-soignant. Mais attends, je n'ai pas fini, hein. Je te le dis juste. Une consultation type. Bon, déjà, soit l'agent a été convoqué, soit parce qu'on convoque par service, ou alors c'est à la demande de l'employeur ou du salarié quand il en a besoin. Donc voilà, donc, ça aussi, ça fait partie de mon travail d'organiser ces visites. Donc ensuite, il est convoqué, il vient, on le reçoit, on vérifie tout son dossier médical et administratif. Ensuite, il est vu par le médecin. Il est possible aussi que l'infirmière en santé au travail fasse aussi ses propres entretiens quand c'est nécessaire. Bien sûr, il y a un compte rendu qui est remis au médecin. Après, c'est lui qui avise s'il faut faire un suivi particulier ou l'orienter vers un spécialiste, par exemple. C'est vrai que le métier d'infirmière, c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'aime beaucoup ce côté relationnel avec les gens. Je pense que c'est parce que d'abord, j'aime les gens. Et puis après, bon, c'est vrai que c'est une spécialité où on peut faire de la prévention, on est sur le terrain, on n'est pas tout le temps enfermé dans un bureau et on apprend toujours. Il y a toujours des mini-formations, il y a toujours des choses à apprendre et à transmettre. C'est stimulant comme métier, c'est jamais la routine. Donc je récupère l'échantillon d'urine que l'agent m'a laissé. Ensuite, à l'aide de la bandelette, je vais faire un examen succinct. Donc je trempe la bandelette dans le pot et ensuite je regarde s'il y a un changement de couleur. Le bleu correspond donc au glucose, donc le sucre. Quand ça change de couleur, ça passe du vert au mauve, là, ça veut dire que la personne a du sucre dans les urines. Après, on peut regarder aussi s'il y a des leucocytes, hein, ça veut dire qu'il y a un début d'infection. Voilà, c'est ce qu'on regarde en règle générale. Et voilà. Il y a des lignes de 2 jusqu'à 12. Est-ce que tu peux me lire les plus petites lettres? Juste les lettres. Le mieux, c'est jusqu'à 8. F, T. Est-ce que tu as baissé ta monture et que tu regardes en haut? Non, je ne l'ai pas baissé. Alors attends, je vais la baisser. Voilà, c'est
Nos relations sont basées sur le respect, surtout la confiance, le respect du secret professionnel. C'est important parce que quelqu'un qui va mal et qui souvent, quelquefois ça va mal dans la famille. Et puis ça va mal au travail et ça se dégrade. Quelqu'un qui vient et qui se livre, il est important qu'elle sait que ça ne va pas se répéter, parce qu'elle ne pourra pas se livrer. Parce que s'ils viennent et puis tout le monde est au courant de ce qui se passe, on est quand même une grande famille, donc c'est important que ça soit, qu'il y ait cette confiance mutuelle. Et petit à petit, ça se met en place et les gens viennent naturellement. Mon rôle, c'est d'être présent, d'être à l'écoute, d'être à l'écoute et de pouvoir les orienter au bon moment quand il faut. Et surtout de faire bien sûr de la prévention, parce que souvent ils ne se rendent pas compte, puisqu'à force de faire et d'avoir vu faire, ils répètent les mêmes gestes qui ne sont pas toujours adéquates. Les difficultés, c'est de gérer les passages, parce qu'on ne peut pas recevoir tout le monde en même temps. On a des horaires de travail. C'est de rester toujours posé et calme et de faire tout ça dans la bonne humeur. Déjà, on est une équipe, donc quand il y a quelque chose qui ne va pas, on s'arrange pour rectifier, on rectifie pour que ça ne déborde pas. Les difficultés autres, on ne peut pas tout gérer, c'est sûr. Il y a des fois, il y a des choses où, par exemple, quelqu'un qui a une restriction sur un poste et son cadre ne peut pas faire autrement. Donc là, c'est à la DRH de lui trouver un poste qui lui correspond, mais ça, on ne peut pas le faire à leur place. Si, des fois, il y a des moments où c'est difficile quand l'agent s'effondre et quand c'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Et là, c'est là qu'il faut tout de suite mettre la barrière de protection et rester, l'écouter et ne pas s'effondrer avec elle. Ça, des fois, c'est un peu difficile, mais ça va, je gère. Quand quelqu'un s'est piqué, on va aller sur place avec un membre du CHSCT, voir comment s'est déroulé l'accident. Au bout de cette enquête, on va mettre certainement des mesures correctives pour que ça ne se reproduise pas, parce que en fait, le but, c'est de diminuer le taux d'accident et surtout de protéger l'agent. On se revoit vers le 20 février pour le suivi. Allez, au revoir. Et merci. Voilà, donc un service très intéressant à découvrir, surtout dans une aussi grande structure que l'hôpital de Nouméa. Tout à fait, ouais. Puis bon, voilà, c'est une autre facette effectivement du métier. On se rend compte encore une fois que malgré les spécialités qui existent déjà, on peut aussi travailler dans d'autres domaines, au sein des structures médicales, on va dire ça comme ça, selon effectivement sa personnalité et puis ses aspirations personnelles. Oui, par exemple alors. Eh bien, figure-toi non, mais il se trouve que... Alors, pour donner quelques exemples à nos chers téléspectateurs, il peut s'agir par exemple des domaines des soins intensifs, en pédiatrie, ça peut être aussi dans le cadre de la santé mentale, de la santé scolaire aussi, on peut travailler en gériatrie. Ou bien aux urgences. Et puis, quoi d'autre encore, dans des services aussi de cancérologie, dans des centres de rééducation ou de soins, dans les fameux dispensaires aussi, bien évidemment, on trouve nos chers infirmières, et puis également en maison de retraite. Voilà, donc ça laisse vraiment énormément d'opportunités de carrière à ceux qui ont décroché le diplôme d'infirmier. Alors, à ce propos, justement, comment faire pour devenir infirmier? Quelle formation suivre? Alors tout d'abord, figure-toi qu'il est proposé en fait une préparation au concours d'entrée, pour devenir infirmière. Alors ce concours, si tu veux, d'entrée à la formation en fait, est proposé donc sur plusieurs semaines. Par exemple, pour l'an dernier, ça a commencé au mois de décembre et ça s'est terminé au mois de janvier de cette année. Donc cette préparation, si tu veux, elle est organisée quand même par des organismes de formation. Donc à cette occasion-là, les postulants, profitent non, mais disons bénéficient plutôt d'un enseignement un petit peu varié. Donc par exemple, ils vont découvrir
si tu veux, tout un tas de connaissances dans le domaine médico-social. Ils vont également travailler les maths, travailler le français. Donc tu vois, c'est un peu comme une remise à niveau, une préparation en fait pour passer les épreuves écrites et orales. D'accord, mais en quoi elle consiste exactement cette préparation justement? Alors justement, au niveau de l'écrit, donc il va falloir bien évidemment travailler le rédactionnel, l'analyse. D'accord, ouais. Alors les épreuves se sont déroulées justement au mois de janvier. Voilà, donc on va savoir dans quelques temps, dans quelques jours en fait, on va connaître les résultats plutôt. Voilà. Oui. Donc on espère que le plus grand nombre va être sélectionné. Et donc, il y a également une épreuve orale, comme tu disais? Oui. Donc ça, c'est la deuxième étape de la sélection? Exactement. D'accord. Donc, l'épreuve orale, elle va avoir lieu normalement aux alentours du mois de mars. Donc, il y a 30 places de disponibles. Et s'il y a donc suffisamment, si tu veux, de personnes qui ont réussi donc, cette deuxième épreuve de sélection, il y aura donc une formation et elle débutera donc au mois de mai. Voilà. Et, il faut savoir aussi qu'on peut être aidé. Financièrement parlant, selon sa situation sociale personnelle, on peut être aidé. Donc voilà, il faut donc se renseigner auprès des structures dédiées à l'emploi, n'hésitez pas. Et puis, petite info aussi importante, les 20 premiers, si tu veux, lauréats donc, de ce concours, voilà, vont effectivement avoir, si tu veux, l'opportunité de bénéficier d'une aide de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, ils auront le statut d'élève fonctionnaire. Et à l'issue, donc, si tout se passe bien, s'ils réussissent donc, leur formation, eh bien, ils vont devoir travailler au moins pendant 10 ans sur le territoire. D'accord. Alors, où est-ce qu'elle se déroule exactement, cette formation? Alors, elle se déroule à Nouméa, à l'Institut donc, de formation des professions sanitaires et sociales, donc à l'IFPSS. Et puis, elle va durer donc normalement 3 ans. Et à l'issue donc, de ces 3 ans, les personnes, les étudiants vont donc décrocher le fameux diplôme d'État d'infirmier. D'accord. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Eh bien, écoute, avec plaisir. Je voulais rajouter aussi, j'allais oublier que le diplôme d'infirmier est donc est reconnu au niveau licence. Donc ça, c'est aussi important. Donc un bac plus 3, c'est pas mal. Et puis, on parlait tout à l'heure de la gestion des émotions, qui est quand même une partie importante aussi du métier. Eh bien, durant la formation, on aborde effectivement cette question-là. Donc voilà, tout est fait pour que les étudiants soient parés aux situations réelles. D'accord, très bien. J'espère que tu auras éclairé la lanterne de certains qui se demandaient peut-être si c'était leur vocation ou pas. Donc, on verra bien. En tout cas, merci pour toutes ces infos. À bientôt, Chloé. Au revoir. Quant à nous, on passe à table. C'est le fin bon, c'est tout de suite. Aujourd'hui, pour notre fin bon, nous allons découvrir un plat incontournable sur les tables antillaises au moment de Noël. Il s'agit du cochon roussi. C'est Madame Ramassamy qui nous fait le plaisir de partager sa recette avec nous. C'est tout de suite, on regarde. Bonjour, bienvenue à la maison. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de porc roussi façon antillaise. Donc c'est une recette assez simple et rapide. Pour cela, j'ai choisi du jarret de porc, parce que je trouve que c'est une partie qui n'est pas trop sèche de la viande de porc. Et pour cela, on va avoir besoin donc d'oignons, d'ail, de sel, de girofle moulu, un peu de poivre, de l'huile. Et pendant la cuisson, on va rajouter un bouquet garni et puis un piment aussi pour parfumer sans que cela pique, bien sûr. Et voilà. Donc là, on va procéder à la découpe de la viande que j'ai préalablement rincée. Pour cela, je vais découper la viande, la mettre directement dans ma marmite et rajouter les ingrédients que je vous ai cités. Donc, donc,
Voilà, ça c'est fait. Donc on va mettre un peu de sel. Un peu de girofle moulu. Un peu de poivre. Voilà. Je vais vous découper. Donc il ne faut pas lésiner sur les oignons. Donc là, je vais écraser de l'ail directement. On va rajouter un peu d'huile. Pas trop parce que la viande de porc c'est une viande déjà assez grasse. Voilà. On essaie de touiller un peu tout ça. Voilà. Là on va procéder à la cuisson. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre un petit peu pour faire colorer notre viande. Là, on couvre et on n'a plus qu'à attendre pour arroser au fur et à mesure de façon à ce que la viande elle prenne une jolie couleur. D'où le nom de porc roussi. Donc là, on regarde si la viande ne s'attache pas à la marmite. Ça commence à se colorer. Donc on va mouiller un petit peu. Et donc là il y a tout le sucre qui va se décoller de la marmite. Et c'est ce qui donne la couleur. On va rajouter notre bouquet garni. Ça aromatise bien notre viande. Alors le bouquet garni, il est composé d'oignons verts, de persil et de thym que j'ai ficelé pour voilà. Je vais encore arroser un petit peu ma viande pour bien détacher le sucre de cuisson. Donc là, on va arriver à la phase presque finale de notre recette. Notre viande, elle a quand même bien pris de la couleur. Donc là, on va rajouter de l'eau pour faire mijoter, pour la cuisson même de la viande, parce que le porc, c'est une viande qu'on doit quand même bien faire cuire. On va mettre de l'eau jusqu'à... On va recouvrir toute la viande, voilà. On peut rajouter un piment, ça c'est facultatif, ça va parfumer un peu. Faire attention à ne pas le casser justement quand on tourne un peu. Et on va laisser réduire voilà, baisser un peu notre feu, laisser mijoter tranquillement. Après on va vérifier la cuisson de façon à voir si la viande elle est bien cuite. Notre recette est maintenant terminée après 45 minutes de cuisson. J'ai accompagné mon porc roussi de riz blanc et de haricots rouges, comme tout bon antillais. À qu'à souhaiter les autres, un très bon appétit.
Bonjour Anna, nous allons parler aujourd'hui de la maladie d'Alzheimer. Alors selon l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, 1 300 000 Français, soit une personne de plus de 65 ans sur 4, pourrait être touchée en 2020. Il s'agit de la 4e cause de mortalité en France. Nous sommes également concernés par cette maladie et il existe d'ailleurs au sein du CHS Albert Bousquet, à Nouville, une unité d'Alzheimer. Bonjour Chloé, bonjour tout le monde. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet en parlant de la maladie en elle-même, un petit peu d'histoire, j'aime bien faire un petit peu d'histoire. Oui. Donc tous les Calédoniens connaissent donc le CHS, mais bon, c'est bien de revenir un peu comme ça. Alors c'est en 1868 donc, que débutent donc, les travaux de ce fameux hôpital, qui était au départ destiné aux transportés. Ensuite, il y a eu divers bâtiments qui ont été construits, entre autres une pharmacie, des cuisines, une buanderie, les habitations des médecins, etc. Donc cette construction, elle se poursuit jusqu'en 1887. Ensuite, en 1878, donc, on lui donne le nom d'Albert Bousquet, donc du nom de l'ancien médecin-chef de l'hospice, tout simplement. Ensuite, on arrive en 1927, où alors là, l'établissement devient un établissement d'assistance publique, donc destiné aux infirmes, aux aliénés et aux vieillards indigents. Ensuite, en 1952, donc là, il devient véritablement hospice de Nouville. Et aujourd'hui, donc en 2015, donc il y a du côté de Nouville donc les unités de psychiatrie adulte, de pédopsychiatrie et de gériatrie aussi. Et c'est donc dans le service de gériatrie que se trouve l'unité Alzheimer. Tout à fait, Chloé. Donc, pour être exact, en fait, pour être plus précis, le centre de gérontologie comprend en fait 3 unités. Donc, celui d'Alzheimer dont tu nous parlais, qui comprend 30 lits. Il y a aussi l'unité de réadaptation gériatrique, 30 lits aussi. Et enfin, il y a l'unité de soins médicaux rapprochés qui, elle, compte 27 lits. Et puis, à noter que dans le Nord, on n'est pas oublié, puisqu'il y a aussi tout un travail de réadaptation qui est fait là-haut, donc en partenariat avec le CHN, donc le Centre hospitalier du Nord, qui comprend donc l'hôpital de Koumak et celui de Poindimi, donc qui ont commencé un peu à restructurer la filière gériatrique. Voilà un peu pour ce qui se fait dans ce domaine dans le Nord. D'accord. Alors pour en revenir à la maladie d'Alzheimer, est-ce que tu peux nous dire d'où tire son origine en fait cette maladie, d'où vient déjà ce nom Alzheimer? Le nom Alzheimer, alors en fait c'est le docteur Alois Alzheimer, donc c'était un neurologue allemand qui a donné son nom à la maladie, voilà tout simplement, et c'était en 1906, Chloé. Donc il était le premier à avoir décrit donc les lésions cérébrales qu'il avait découvert en faisant une autopsie donc d'une dame qui était morte de démence, et il avait observé dans le cerveau de cette dame donc des plaques anormales en fait, et donc qui sont désormais considérées comme vraiment les signes physiologiques principaux donc de la maladie d'Alzheimer. D'accord, alors donc c'est une maladie qui touche le cerveau. Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent alerter? Oui, il y a des signes donc, qui surviennent en général après l'âge de 60 ans. Alors en fait, il y a plusieurs stades. Il y a le stade léger, donc là, ce sont des pertes de mémoire occasionnelles. Donc en fait, c'est la mémoire à court terme, qui est touchée. Donc par exemple, on est dans l'incapacité de retenir une info récente, un nouveau numéro de téléphone par exemple, ou une liste qu'on n'arrive pas à retenir, voilà, tout simplement. Il y a aussi des changements d'humeur, voilà, on n'arrive pas à s'orienter dans l'espace, voilà, des petits signes qui peuvent alerter, mais qui ne sont pas toujours la maladie d'Alzheimer. Donc c'est un diagnostic qui va être établi si les signes ne passent pas ou si ça s'accentue, tout simplement. Donc là, on passe au stade modéré, et donc voilà, amplification des signes. Et en plus de cela, la personne elle a vraiment de plus en plus de mal à s'exprimer verbalement. Mais là, c'est encore un stade modéré. Ensuite, si la maladie, vraiment, c'est la maladie d'Alzheimer, ça va évoluer encore et on arrive donc là à un stade avancé. Et là, eh bien, malheureusement, le malade, il perd complètement son autonomie et il faut une surveillance permanente là. Mais pour en savoir plus sur cette maladie, Chloé, comment ça se soigne, comment les malades sont entourés, donc notre cher collègue Duc Menongo s'est rendu justement du côté du CHS. Moi, je te propose, et à vous, de regarder le reportage. C'est maintenant.
la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurologique dégénérative, donc qui entraîne une mort des cellules cérébrales, qui touche essentiellement les personnes âgées, puisque plus on avance son âge et plus on a un risque de développer cette maladie, puisqu'on estime environ qu'il y a une personne sur 3 de plus de 80-85 ans qui est atteinte de cette maladie. Et donc les premiers signes qui se manifestent, ce sont effectivement les troubles de mémoire, mais quand je dis troubles de mémoire, ce sont des troubles de mémoire invalidants au quotidien qui gênent dans la vie de tous les jours, et s'y associe après ce qu'on appelle classiquement une aphasie, apraxie, agnosie. Donc ça c'est très savant. Aphasie, c'est pour dire manque du mot. Les gens cherchent leur mot, ils l'ont sur le bout de la langue mais ils ne le retrouvent pas. Apraxie, c'est ne plus savoir faire, donc ils ne vont plus savoir à un moment des choses compliquées au début, puis après des choses très simples. Et l'agnosie, qui est ne plus reconnaître les objets ou ne plus reconnaître les gens d'abord éloignés, puis ensuite les gens proches. Et à ces 3 signes, ce trépied, s'ajoute en plus une désorientation dans le temps. Ils ne savent plus en quelle année ils sont nés ou quelle année ils vivent. Et puis dans l'espace. Donc, au début, c'est le grand espace, les endroits nouveaux, et après, ce sont les endroits familiers, y compris le propre domicile, en fait. Nous accueillons les patients en situation de crise. Donc, quand on veut dire crise, ça peut être un épuisement familial, ça peut être des troubles du comportement, de l'agressivité, de la violence, ça peut être des troubles du sommeil qui perturbent l'entourage, ça peut être des troubles de la marche aussi, des troubles de la nutrition, des gens qui ne s'alimentent plus du fait de la maladie et qui ont besoin d'être un peu remis sur pied, ou aussi des troubles de la continence, de la rééducation. Donc en moyenne, les patients restent 37 à 45 jours. Et ensuite, si vous voulez, il y a une prise en charge globale qui est médicale, qui est infirmière, mais qui est aussi, vous avez vu la psychomotricienne, on a des kinés sur le service, des orthophonistes, ergothérapeutes. Donc en fait, il y a une prise en charge globale du patient et il y a aussi une prise en charge sociale et on voit les familles et on essaye de les aider pour, dans la majorité des cas, organiser un retour à domicile, mais avec des aides et être là au cas où il se passe quelque chose et où il y a une situation vraiment aiguë qui devient ingérable à domicile. Dans une unité Alzheimer, la psychomotricienne, elle est là pour aider le patient à trouver ou retrouver un équilibre, une harmonie. Donc, je vais aider la personne à maintenir ses capacités ou à les restaurer. Donc, que ce soit au niveau physique, pour l'autonomie physique, donc la gymnastique douce, la marche thérapeutique. Ça peut être on est aussi dans l'autonomie psychique, donc décider, faire des choix, prendre des initiatives. En fait, c'est le lien entre le moteur, le psychique et l'affectif. Et donc, pour travailler, on utilise la médiation corporelle, le corps. Donc, des ateliers comme la gymnastique douce, qui va mettre le corps en mouvement, prendre conscience de son corps. Les ateliers de mémoire et de motricité fine aussi, pour un peu le psychique. Donc là, c'est par exemple ce que j'ai fait ce matin. Le début de séance était axé sur des pliages, de la motricité fine, enfilage de perles. Et on a fini par un jeu ludique de domino pour garder leur attention jusqu'au bout. C'est ce qui les motive le plus, le domino. Voilà. Ensuite, je travaille aussi sur la prévention de la chute. Donc là, je fais des ateliers d'équilibre, en général en groupe de 4 à 6 personnes. Donc toujours pareil, prise de conscience du corps par différents exercices, différents jeux. Et ensuite, on finit par des parcours psychomoteurs pour garder les capacités qu'il leur reste et surtout qu'ils en prennent conscience. Voilà. Il n'y a pas encore d'espace attribué à la psychomotricité. En général, les séances ont besoin d'être cadrées dans un temps et dans un espace défini pour que le patient puisse repérer l'espace de psychomotricité, l'espace de liberté, de mouvement, d'expression. Donc ma difficulté est de trouver un petit espace dans lequel je peux faire une prise en charge sans être dérangée par le passage, le bruit, on a des cris, des personnes qui peuvent avoir des troubles du comportement, les soignants avec les chariots, etc. Donc c'est difficile de garder ce cadre quand on n'a pas d'espace dédié à la psychomotricité. Mais ça fait partie du projet, donc normalement,
prochainement, il devrait y avoir une salle. Mama, don't you worry about your daughter, 'cause you're leaving her in real good hands. I'm a real good man. Now the picture of this man is slowly coming into view. Vous avez l'impression que personne ne vous comprend, donc vous répétez souvent les choses parce que vous les oubliez. Donc ce sont des gens chez qui il y a une grande angoisse qui peut mener à de l'agressivité, et il faut essayer de faire tomber ça, essayer qu'il soit le mieux possible au quotidien dans la journée, et essayer aussi de préserver ce qu'ils savent faire, parce qu'ils savent encore faire beaucoup de choses. Ce matin, je masse les patients qui sont très stressés ou très nerveux. Alors je leur donne un peu de détente et puis voilà, ils sont bien. C'est un bien-être pour eux et aussi pour moi et pour les soignants. Et dans cet atelier, nous faisons aussi de la peinture et l'atelier mémoire. Donc nous exposons certains dessins, les peintures que nos patients réalisent. Donc vous pouvez voir là, toujours sur le thème du pays. Voilà. C'est le travail de la mémoire. Ils pensent qu'ils ont encore la capacité de le faire. Donc les cases, la torture, beaucoup de fleurs aussi. On a pu aménager ce qu'on appelle le jardin des 5 sens. Donc c'est un jardin qui est fleuri, qui est très coloré, où effectivement vous pouvez stimuler vos capacités. Donc on peut s'y promener, on peut simplement y aller avec sa famille, mais on peut aussi faire un parcours avec un soignant et travailler. Alors vous avez vu, il y a les couleurs, vous avez pour le toucher, vous avez la dalle plastique où on peut marcher pieds nus avec des surfaces qui ont une texture différente, donc ça c'est pour faire travailler le toucher. Vous avez aussi, il y a des petits fraisiers, il y a des petits arbres comestibles, ça c'est pour le goût. Vous avez la fontaine qui normalement fonctionne, là elle est en panne, c'est malheureux, donc ça c'est pour le bruit, avec aussi des mobiles suspendus. Donc en fait tout ça, ça stimule les capacités des patients, donc visuelles, auditives, gustatives. Voilà. La maladie d'Alzheimer, c'est effectivement une maladie pour laquelle on n'a pas réellement de traitement. Le seul traitement qu'on peut mettre en place, c'est un traitement qui va la ralentir, mais qui ne va pas l'arrêter. Moi, j'aimerais insister sur la nécessité des patients de néanmoins consulter et de ne pas se dire il oublie, c'est normal, il est vieux. Ce qu'on entend parfois, il est sénile. Parfois, ce sont des enfants qui s'occupent de leurs parents, qui ont eux-mêmes des enfants, qui ne dorment pas la nuit parce que les grands-parents, des fois, il y a 2 grands-parents malades. Donc, vous pouvez, si vous n'êtes pas aidé, à un moment, vous pouvez péter les plombs, entre guillemets, et effectivement devenir vous-même maltraitant, alors que c'est pas votre fond, c'est pas votre fond. Vous n'êtes pas maltraitant à la base, c'est la situation qui fait ça. Donc si j'ai qu'une seule chose à dire, s'il faut retenir une seule chose, c'est ne restez pas isolé, ne restez pas tout seul, venez consulter. Ayez un premier contact déjà, qu'on puisse à tout moment pouvoir réactiver votre dossier, ressortir votre dossier et répondre à vos demandes. Une situation qui peut être très difficile à gérer pour l'entourage familial. Heureusement, il existe des associations qui sont là donc pour informer, mais aussi pour soutenir et pour orienter donc ces personnes qui ont besoin d'aide. Oui, parce que quand on a un membre de la famille qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, c'est pas évident à gérer, c'est parfois lourd même. Donc il y a ici sur le territoire l'association France Alzheimer de Nouvelle-Calédonie, donc qui a pour objet justement de regrouper ces familles, donc des malades d'Alzheimer. Elle existe depuis 2002, l'année 2002. Donc le but principal, enfin les activités qu'ils proposent en fait.
c'est surtout là un accompagnement adapté au cas par cas, parce que bon, les cas diffèrent. Donc ça peut se faire à domicile. Ensuite, ils ont donc un suivi et une formation en fonction des besoins et des situations. Il y a aussi des formations professionnelles qui sont données, donc sur le savoir-être et le savoir-faire, donc avec des approches diverses et pratiques sur l'accompagnement des malades, parce que voilà, il y a toute une approche, un enseignement à recevoir. C'est pas évident avec les malades d'Alzheimer. Donc, vous pouvez contacter l'association au 27 40 05 pour avoir plus d'informations. Et ils ont aussi donc une adresse mail, france-alzheimer-nc@lagoon.nc. Ils ont aussi un site que vous pouvez consulter, donc www.alzheimer-nc@lagoon.nc. Et puis il y a aussi un centre d'accueil de jour, toujours pour les personnes atteintes de la maladie. Donc alors là, il y a plusieurs activités qui leur sont proposées durant la journée. Donc ça se trouve du côté de Montravel et vous pouvez les contacter au 27 82 48. Voilà un peu pour ce qui se fait au niveau local, Chloé. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup Anna, on te retrouve dès demain. À demain et à demain à tous. Et nous aussi, on se retrouve dès demain puisque c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Tata à tous.